je vais nous proposer de commencer tranquillement, comme on sait à quel point on est occupé en cette fin de session. D'ailleurs, je prends un petit moment pour vous remercier d'être présents et présentes. C'est à la fois la fin de session, c'est à la fois après le dîner, c'est à la fois un vendredi, donc votre présence, elle est très, très précieuse. Je vais me présenter brièvement et je vais aussi présenter l'activité, bien que je pense que la majorité, vous êtes familière avec le LIREL, mais je vais quand même prendre le temps parce qu'on peut être en rediffusion plus tard pour les personnes qui tombent sur nous sur YouTube d'une manière impromptue, je sais pas. Donc voilà, je m'appelle Irma Kim et moi je suis professeure de littérature au Collège de Maisonneuve. Je suis aussi membre du LIREL, le laboratoire intercollégial de recherche sur l'enseignement de la littérature, et je me permets de prendre une petite minute pour vous présenter brièvement notre groupe. Le laboratoire intercollégial de recherche sur l'enseignement de la littérature, le LIREL, est un groupe de professeurs du collégial qui se donne pour mission de dynamiser l'enseignement de la formation générale en littérature en rendant cet enseignement un petit peu moins formaliste et techniciste que le prescrit le programme du ministère de l'Éducation du Québec. En se basant sur les recherches récentes en théorie littéraire et en didactique de la littérature, les membres du LIREL vont proposer à la fois des articles théoriques et vont organiser chaque année une journée d'études qui rassemble des collègues de divers cégeps. Par ailleurs, ils conçoivent, expérimentent et rendent disponibles des dispositifs didactiques qui vont inviter les étudiants et les étudiantes à faire de la littérature et de la langue une expérience plus riche et plus diversifiée. Leur démarche s'inscrit donc dans un parcours qui va de la recherche fondamentale vers la pratique. Comme cela a déjà été évoqué, nos activités elles sont diverses et une des plus populaires est assurément notre journée annuelle qui est organisée en partenariat avec le CRILC, le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture au Québec. Pour les personnes qui ne sont pas nécessairement familières avec notre journée d'études, celle-ci a habituellement lieu au mois de janvier, avant le début des cours de la session d'hiver au collégial. D'ailleurs, je prends un petit moment juste pour remercier Annie de Tanguy qui est là aujourd'hui, qui fait notre technique, et toute l'équipe du CRILC qui a travaillé en soutien à l'organisation de la table ronde aujourd'hui. Donc, pourquoi relire et enseigner le Nord? Lorsqu'est venu le temps de réfléchir à une thématique pour une table ronde de la série Relire et enseigner dont je vous parlerai dans quelques instants, le Nord s'est rapidement imposé. Le Nord non pas comme point géographique, mais bien comme un élément de discours, une réalité ou sa fiction qui serait retrouvée dans notre littérature. Parce que, qu'est-ce que le Nord et qu'est-ce que relire et enseigner le Nord? Pour Daniel Chartier, l'ensemble des représentations du Nord constitue ce qu'il a développé comme étant l'imaginaire du Nord. Il va préciser que, je le cite, comme tout espace représenté, le Nord est le produit d'un double regard, de l'extérieur et de l'intérieur, que l'on peut distinguer entre les représentations du Nord et les œuvres des cultures dites nordiques. Le Nord va alors se définir par ses discours, ses signes et ses marques d'énonciation. Ainsi, comment penser le Nord? Ou faudrait-il plutôt parler des Nords, comme le suggère le dernier ouvrage de Monique Durand? Est-ce qu'on peut penser le Nord sans ce qui serait ses caractéristiques principales? Le géographe Louis-Aymon Hamelin va proposer de penser la nordicité comme l'idée du Nord, cet état perçu, réel, vécu et même inventé de la zone froide à l'intérieur de ce qu'on appellerait l'hémisphère boréal. À cette nordicité va aussi se croiser le principe d'hivernité. L'hiver serait le froid, la neige, la blancheur, la glace, le silence, mais aussi les couleurs. Un petit mot sur la série Relire et enseigner, qui consiste en fait, c'est les activités Relire et enseigner vont prendre la forme de tables rondes qui vont regrouper des professeurs et des professeureux qui enseignent une œuvre ou des œuvres, classiques ou contemporaines, d'une manière riche et signifiante pour les étudiants et les étudiantes. Ces activités visent à croiser différentes manières d'enseigner une même œuvre ou une thématique à partir de présentations à la fois de séquences didactiques, mais aussi de réflexions plus générales entourant le choix justement d'une œuvre en particulier, d'œuvres ou juste de thématiques et des activités qui l'entourent. C'est donc avec grand plaisir que moi, j'anime cette cinquième activité et à laquelle je participe aussi, avec des personnes formidables qui ont accepté mon invitation sans hésiter. Je les remercie d'ailleurs très chaleureusement. Et juste parce que comme je présente et je participe, il faut aussi que je me présente. Mais je vais le faire très brièvement avant de leur céder la parole. Parce que, à titre informatif, nous avons convenu que la période de discussion entre les panélistes et le public suivrait les trois présentations qui se pensent comme un ensemble. On vous propose de dénordifier notre Nord en débutant par le Nord du Nord. Car après tout, où est le Nord? Il y a beaucoup, vous allez entendre beaucoup de fois le mot Nord dans cette table ronde.
Je le mentionnais plus tôt, je m'appelle toujours Irina Trier et j'enseigne toujours la littérature au Collège de Maisonneuve. Moi, j'ai commencé ma carrière au collégial en 2017 au Cégep de Bécomo sur la Côte-Nord. Et dans le cadre de mes études de maîtrise en littérature, je me suis intéressée à la notion de l'entre-deux dans Rue de Kingsway. Depuis, j'ai complété des études en pédagogie ainsi qu'en études autochtones. J'ai récemment commencé un doctorat en études littéraires dans le cadre duquel je m'intéresse à la relation au territoire nordique dans les corpus Innu, Atikamekw et de l'Asie du Sud-Est, soit le Vietnam et le Cambodge, ainsi qu'à la façon d'enseigner de tels corpus au collégial. Parmi mes intérêts de recherche, il y a les littératures des premiers peuples, plus précisément Innu, les littératures des groupes minorisés qu'on caractérise souvent par le terme diversité, et plus précisément les récits cambodgiens. J'aime remettre en question plusieurs choses, dont le corpus québécois au sein de nos cours de littérature. Et dans le cadre de ma propre intervention, je vais vous présenter quelques principes pédagogiques, quelques réflexions en lien avec l'enseignement de récits d'immigration qui vont poser un regard sur justement sur le Nord de manière générale. Je vais vous présenter notre première intervenante, Nelly Divic, qui est en haut de votre écran, je pense. Elle est autrice spécialiste de la littérature inuit et enseignante. Nelly Divic enseigne à l'école Nuviti Tivuyvik au Nunavik où elle vit depuis 2011. En 2019, l'Institut culturel Avatak publie son ouvrage A Short Anthology of Popular Nunavik Songs, petite anthologie des chansons populaires du Nunavik. Je suis désolée, je ne suis pas capable de lire le titre en inuktitut, Nelly, donc je te laisserai peut-être le dire. Et cette même année, elle va publier un essai pionnier dans la collection Droit au pauvre des presses de l'Université du Québec sous le titre Histoire de la littérature inuite du Nunavik. Elle a aussi collaboré à la publication de 3 livres pour la jeunesse en français, en inuktitut et en anglais, toujours en collaboration avec un livre à la fois. Détentrice d'un doctorat en études littéraires et d'une maîtrise en enseignement, elle va s'intéresser à la diffusion de la littérature inuite. Nelly va nous présenter une ressource riche et essentielle pour l'enseignement de la littérature inuite. Et par la suite, après sa présentation, je vous présente. Je vais faire le plaisir de vous présenter encore une fois Gabrielle, mais Nelly, je te céderai la parole d'emblée. Merci beaucoup. Merci. Merci pour l'invitation d'abord. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, c'est ma première participation au LIREL. Du coup, je me suis un peu renseignée dessus. Je ne connaissais pas l'organisation. Donc, fort heureusement, grâce à Ney, maintenant, je connais cette organisation, puis je vais la suivre de plus près. Donc oui, donc mon nom c'est Nelly. J'enseigne donc comme Ney l'a dit, je vis et j'enseigne à Ivuyévik. J'ai enseigné toutes sortes de niveaux en France, à Montréal et à Ivuyévik, mais j'ai jamais enseigné au Cégep. C'est le seul niveau que j'ai pas fait. Donc j'ai fait primaire, secondaire, université, mais j'ai jamais enseigné au Cégep. Mais je suis quand même très heureuse de vous présenter l'outil que j'ai créé. En fait, ce que je vais vous présenter, c'était mon travail de maîtrise pour ma maîtrise en enseignement au secondaire, l'enseignement du français au secondaire. J'ai créé en fait un guide pédagogique pour introduire la littérature inuite dans les classes du secondaire. Donc ça, c'était en 2023, avant que le gouvernement du Québec, le ministère de l'Éducation du Québec décide de finalement mettre les œuvres autochtones obligatoires au programme à compter de la rentrée septembre 2026. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, ça fera partie du programme de français, d'enseignement du français, et maintenant, ce sera obligatoire d'enseigner plusieurs œuvres autochtones. Avant cela, ce n'était pas du tout inscrit dans le programme, dans le PFQ en tout cas. Donc, ce guide-là que j'ai créé, que j'ai terminé de créer en 2023, c'est pour cette raison que je suis là aujourd'hui pour vous le présenter parce que je l'avais évidemment soumis à plusieurs enseignants au secondaire, mais aussi à des enseignants du Cégep. J'avais 2 enseignants du Cégep qui avaient été d'accord pour tester le guide et le commenter avant que je le soumette officiellement dans le cadre de ma maîtrise. Et j'ai eu quand même des retours tout à fait positifs dans le sens où la difficulté des textes et la difficulté des propositions d'activité étaient quand même, comment est-ce que je pourrais dire, ça correspondait au niveau qu'on pourrait demander dans certaines classes de littérature au Cégep. Donc, l'idée derrière ce guide, évidemment, c'était
parce que, bon, comme vous le savez, la littérature autochtone est quand même en plein essor depuis les années 2000. On en entend de plus en plus parler. C'est de plus en plus sur le devant de la scène. En tout cas, une place est de prépondérante et de plus en plus faite pour ces littératures-là. Malgré ça, au Québec, quand on compte toutes les différentes littératures autochtones que l'on a, la littérature inuite est souvent celle qui va être la moins connue, en tout cas, et la moins diffusée, mais aussi la moins accessible pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que elle est écrite en 3 langues et majoritairement en 2 langues, c'est-à-dire en inuktitut et en anglais et très peu en français. Quand c'est pas écrit en français, ça peut être traduit, mais encore là, il y a quand même encore peu d'œuvres qui sont accessibles en français, ce qui fait que cette littérature reste toujours quand même un peu marginalisée par rapport aux autres littératures autochtones qui sont beaucoup plus développées, beaucoup plus diffusées dans la province. Donc, l'idée, c'est évidemment de proposer un outil qui puisse être clé en main, si on veut, pour un ou une enseignante qui voudrait introduire la littérature inuite ou en tout cas la culture inuite, les écrits inuits dans sa classe. Et pour ce faire, la première chose que j'ai faite, c'est évidemment identifier des textes, les textes que je considérais comme importants pour proposer aussi une diversité quand même des genres, parce que la littérature inuite du Nunavik présente quand même beaucoup de thématiques et beaucoup de genres différents, mais aussi en essayant de montrer qu'est-ce qui fait la littérature inuite du Nunavik, c'est-à-dire quels sont les genres et justement les thématiques qui représentent au mieux cette littérature-là, pour qu'à la fin de ce guide-là, à la fin de toutes ces activités, les étudiants ou les élèves puissent avoir quand même une idée assez, pas précise, mais en tout cas une idée assez représentative de ce corpus représente. Donc, je vais partager mon écran. Comment on fait? Alors, share. Euh, OK. Je suis désolée. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est dans share, j'imagine, puis non, non. Non, c'est pas ça. Comment je fais pour... Normalement, ça serait dans Share. Je pense que si tu cliques dessus, après, tu as, l'option de sélectionner ce que tu veux. Oh, OK. Oui, oui, oui. Oui, parfait. C'est ça. Donc, voilà. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez le Oui, document? oui, c'est parfait. Parfait. Donc, j'ai créé donc ce guide-là dans l'idée, donc évidemment, de le proposer aux élèves de secondaire en français. J'avais quand même aussi l'idée qu'on puisse l'utiliser dans les écoles du Nunavik avec certaines variations. Donc, j'ai créé un autre guide que je ne vous présenterai pas aujourd'hui avec des variations pour les élèves au secondaire du Nunavik. Donc, cette fois-ci, les élèves inuits qui, eux, sont scolarisés en français langue seconde. Donc, évidemment, les exigences ne sont pas les mêmes. Donc, ce que j'ai fait, c'est que bon, il y a une petite introduction évidemment. J'ai identifié 5 thématiques qui pourraient intéresser les jeunes, mais qui aussi, évidemment, leur donneraient des éléments importants, notamment historiques et culturels, pour qu'ils puissent se familiariser avec cette culture-là et avec les écrits qui existent dans cette littérature-là. Donc, comme vous voyez, il y a donc 5 thématiques. La première, c'est la place des Inuits dans le monde contemporain. La deuxième, ressentir la toundra, territoire, identité et culture. La troisième ici, la voix des femmes, résilience, héritage et communauté. Donc, c'est vraiment sur les écrits féminins. La thématique 4, chasse et survie, récit initiatique. Et la thématique 5, la figure de l'Inuk urbain. Quand on parle de l'Inuk urbain, on parle d'Inuits qui ont déménagé dans des métropoles, dans des villes, qui ont souvent passé leur enfance dans des communautés au Nunavik ou dans le Nord, et qui se sont donc qui ont déménagé dans des villes. Et du coup, cette thématique-là aborde des textes qui parlent de ce changement de contexte et de l'adaptation dans la ville ou de l'inadaptation à la ville, peu importe, mais c'est vraiment sur aussi des questions identitaires, qui je suis, dépendamment de où je suis.
Donc, quand on parle du Nord qui se déplace, dans ce cas-là, c'est un Nord qui s'est déplacé à Montréal, par exemple. Mais c'est encore le Nord. Euh, donc, je vais vous montrer rapidement de quoi a l'air une thématique. Je vais peut-être prendre la deuxième. Excusez-moi. Donc, il y a les textes. Les textes sont là. C'est des extraits de texte à chaque fois. Juste à la deuxième thématique. Voilà. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de faire des activités préparatoires à chaque fois, avant chaque thématique. Donc ici, c'est une introduction parce que c'est une thématique qui va parler surtout du territoire et de la relation avec le territoire. Donc, j'ai fait une petite introduction sur la relation que les Inuits ont avec leur territoire et les connaissances qu'ils ont sur celui-ci. Ensuite, j'ai mis une vidéo, un lien vers une vidéo a été faite par un Inuk de Kangersuaq qui explique des moments de chasse et il y a beaucoup d'images justement de la toundra, de la mer, des habitations que les Inuits construisent pour le camping, la chasse, la pêche. Donc, j'ai mis cette vidéo-là pour juste introduire ça avec les étudiants ou les élèves pour qu'ils puissent après avoir une discussion sur ce qu'ils ont vu. Et comme cette thématique-là parle beaucoup des sens, des 5 sens, je demande aussi aux élèves de parler de quels sens ont été sollicités après avoir vu cette vidéo. Ensuite, j'ai mis aussi souvent des articles, des liens vers des articles. Donc, dans ce cas-là, c'est lié à l'environnement. Donc, l'environnement d'un point de vue des Inuits ou l'environnement sur la protection du territoire au Nunavik, par exemple. C'est un des deux articles. Et j'ai mis aussi une performance. Donc, un des textes qui se trouve dans cette thématique-là a été écrit par Takralik Patridge, qui est une artiste de slam, de spoken word. Et j'ai mis le lien vers une de ses performances, qui est en anglais, parce qu'elle écrit en anglais et elle performe en anglais. Mais je trouvais important aussi que les étudiants puissent avoir accès à, à des vidéos un peu plus concrètes et pour avoir aussi l'image de l'auteur ou de l'autrice et d'avoir un visuel, en fait, pour ce genre de texte. Donc, après ces activités préparatoires pour lesquelles l'enseignant peut prendre tout le temps qu'il ou elle veut, il y a les textes. Donc, dans ce cas-là, celui-là, c'est un poème, donc un slam qui a été que j'ai reproduit en entier. Et ensuite, après le texte, il y a les activités. Donc, les activités de lecture, donc de lecture littéraire. Donc, encore une fois, c'était destiné à des élèves de secondaire, mais la difficulté peut être évidemment augmentée selon le niveau dans lequel on enseigne. Donc, par exemple, dans celui-ci, il y a un travail sur le champ lexical, bon, il y a des questions. Je vais pas tout vous relire, mais c'est pour vous donner une idée de ce que le guide a là. Puis, dans certains cas, donc, comme il y a plusieurs textes, il y a des activités pour chaque texte. Donc là, celui-là, c'est sur le texte 3. À certains moments, j'ai aussi mis des difficultés un peu plus, je ne sais pas si dans cette partie ça l'est, mais il y a des fois où j'ai mis cycle 1, donc ça serait plus début du secondaire, ou cycle 2, donc fin du secondaire, quatrième ou cinquième secondaire. Ici, nous avons le texte 4, qui est aussi un poème. Et donc là, il y a des activités de lecture pour le texte 4 qui vont quand même aussi, il y a des comparaisons avec l'autre texte également pour essayer de faire résonner les deux textes ensemble. Donc voilà, par exemple, ici, vous avez un exemple. Donc ici, il y avait le cycle 1, il y a une proposition d'analyse. Dans le cycle 2, il y a des activités supplémentaires pour aller un peu plus loin dans l'analyse littéraire. Et ensuite, j'ai essayé aussi souvent de faire des activités après la lecture. Donc, une fois que l'analyse des textes ont été faites, que les activités de lecture littéraire ont été faites avec les élèves, j'ai essayé de proposer aussi des activités après, c'est-à-dire de prolongement. Dans ce cas-là, je demande aux élèves si ces textes-là correspondent vraiment
à l'idée qu'ils avaient du territoire du Nunavik ou du territoire arctique. J'ai également, donc comme vous pouvez le voir ici, là où il y a la flèche, j'ai inclus, donc si vos élèves sont inuits ou peut-être autochtones et qu'ils ont déjà vécu dans une communauté du Nord, ce serait une question de prolongement pour eux de voir quels aspects du territoire nordique sont familiers, quels sont les passages qui évoquent des images connues. Donc, vous voyez, j'ai essayé quand même d'inclure le plus possible la diversité des élèves qu'on peut avoir dans nos classes. Voilà. Puis l'activité de prolongement générale pour cette partie-là, je proposais qu'en s'inspirant de ce poème, écrire un texte poétique qui évoque les bruits de la ville imaginés au réel. Donc là, ça serait donc pour les élèves, du coup, de se mettre dans l'autre contexte, c'est-à-dire de la ville, en utilisant des personnifications et en terminant le poème avec un oxymore. Donc ça, c'est vraiment des propositions libre, c'est-à-dire que l'enseignant peut choisir dans le guide qu'est-ce qu'il veut faire et qu'est-ce qu'il ne veut pas faire. Il y a un texte 5 également. Celui-ci, c'est de Elisapie Isaac. C'est un poème également. Donc, cette partie, c'est vraiment qu'est-ce que je pourrais dire? Le genre qui est exploité dans cette thématique-là, ce sont les poèmes. Et donc, la même chose, des pistes de lecture du texte avec les textes 3 et 4 en écho, avec des propositions d'analyse. Donc, c'est ça, en fait, c'est vraiment, l'idée, c'était de vraiment essayer de montrer une diversité. Donc, dans les textes, celui-là, donc, comme vous pouvez voir, c'était vraiment la poésie, le territoire, les cinq sens et le langage plus imagé. La première thématique s'intéressait plus au point de vue historique. Donc là, on a un auteur qui est un peu plus âgé, qui a écrit son livre dans les années 70, 80, 90. C'est un travail très long. C'est plus un essai historique et culturel. Donc, on essaie d'avoir quand même aussi des thématiques un peu plus socioculturelles, en tout cas. Ensuite, ici, donc, comme je vous ai dit, il y avait une thématique sur la voix des femmes, donc les écrivaines inuites. Donc, de la même façon, bon, dans ce cas-là, j'ai mis un avertissement parce que dans cette thématique-là, il sera question de la violence infligée aux femmes. Et donc, de la même façon, activité préparatoire avec des vidéos à regarder, à visionner, avec des illustrations à observer, à commenter en groupe, un article sur la Mauti, qui est le manteau pour porter les bébés traditionnels inuits, et donc le présenter parce qu'on en parle un peu plus tard dans les textes. J'ai aussi choisi des textes où il y avait des mots en inuktitut qui étaient inclus dans les textes pour essayer de familiariser les élèves et les étudiants avec quelques mots de vocabulaire ou au moins avec quelques aspects de la langue inuktitut. Donc voilà, c'est ça. Puis ça continue de la même façon avec des analyses et des activités de prolongement. Là, je ne sais plus, ça fait combien de temps que je parle. Je suis pas une très bonne gardienne du temps parce que dans ma tête, elle a encore 5 minutes. Ouais. Donc là, à travers ce guide-là, il n'est pas question de lire une œuvre complète, vous l'aurez compris. Donc, c'est des extraits à chaque fois. Mais je trouvais que c'était parce que j'aurais pu choisir, en fait, c'est ça, j'ai longtemps hésité en sachant qu'il y avait très peu d'outils comme celui-là qui existaient pour la littérature inuite. Il y en a un qui existe dont je me suis beaucoup inspirée pour la littérature inoue, qui a été faite par Olivier Dezutter, Jean-François Letourneau, qui était enseignant au Cégep, je ne sais plus lequel, je m'excuse, mais ils l'ont fait aussi avec Naomi Fontaine. Ils ont fait un guide un peu très similaire à celui que j'ai fait. Je me suis beaucoup inspirée de la façon, en tout cas, dont ils ont procédé. Mais quand même, pendant longtemps, je me suis demandé est-ce qu'il faudrait mieux que je fasse un guide pédagogique et un guide d'analyse, en fait, et de présentation d'une œuvre complète. Mais finalement, j'ai pris le parti de présenter un petit peu de tout pour essayer de donner une représentation un peu plus large de ce que ça voulait dire, la littérature inuit du Nunavik.
Mais ça fait en sorte aussi que les enseignants peuvent avoir une liste de textes dans lesquels ils peuvent aller puiser après s'ils veulent aller plus loin et faire l'étude complète d'une ou de plusieurs œuvres. Donc, à la fin, il y a quand même, je vais aller vite fait. Euh, il y a la liste de tous les textes avec les références de chaque texte que j'ai utilisé, dont certains sont des œuvres complètes. Et j'ai mis également, comme vous pouvez voir, les niveaux. Euh, donc, attendez, non, là, il y a la liste des textes, excusez-moi. Et là, après ça, j'ai fait une proposition de monographies qui sont publiées en français. Donc là, pas seulement Nunavik, mais aussi des monographies du Groenland, du Nunavut, du Nunavut. Et j'ai mis après les niveaux. Donc, j'imagine qu'au cégep, on regarderait plus les niveaux que j'ai identifiés pour le cycle 2 de secondaire. Mais j'ai jugé que c'était intéressant de rajouter cette liste-là parce que certains enseignants vont préférer choisir une œuvre complète, puis je pense que ça fait partie aussi du programme de mettre des œuvres complètes. Donc, j'ai fait ce travail-là également et en ajoutant également des références en français sur la littérature et la culture inuite. J'ai essayé de choisir vraiment, vous voyez, j'ai mis quelques références pour essayer de ne pas non plus submerger les enseignants avec des dizaines de références. J'ai essayé vraiment de cibler l'enseignement de la littérature et des articles et des œuvres, des outils théoriques qui pourraient vraiment être utiles pour quelqu'un qui voudrait introduire ces œuvres-là dans leur classe. Voilà. Et donc, le guide, oui, pour finir, le guide était disponible sur le moteur de recherche SOPHIA de l'Université Sherbrooke, où on peut retrouver tous les mémoires et les thèses de doctorat et de maîtrise. Mais pour une raison inconnue encore, il avait été retiré. Oups, excusez-moi. Je vais éteindre ça. Mais ils vont le remettre. Donc, le guide sera vous pourrez trouver le guide directement en ligne, mais en attendant, si quelqu'un est intéressé à l'avoir pour pouvoir l'utiliser ou pour juste le consulter, vous pourrez me donner vos courriels dans le chat et je vous enverrai le guide PDF. Voilà, Merci, Nelly. de rien. C'est toujours bizarre d'applaudir une table ronde virtuelle parce qu'on ne sait pas si on fait le mouvement ou on applaudit voilà, il y a un emoji qui applaudit. Je sais que je vous avais proposé à Gabriel et toi de garder les questions comme le nom pour la fin, mais je ne sais pas si peut-être la place pour une intervention, un commentaire ou une question, parce que comme je vous dis, le tout se pense comme un ensemble, fait que ce serait super d'avoir ce dialogue à trois. Mais si jamais vous voulez réagir de façon immédiate en lien avec la présentation de Nelly, si quelqu'un veut prendre la parole ou pas. Non, moi, je peux poursuivre. Je vais peut-être laisser quelques secondes encore. Mais merci pour ce guide qui est vraiment très, très complet. En fait, moi, j'ai eu le plaisir de le consulter. Justement, je l'avais reçu il y a quelques temps déjà. Et j'invite aussi les gens qui seraient intéressés à en apprendre un petit peu plus sur le travail mené par Nelly, d'aller lire son mémoire de maîtrise aussi, parce qu'il y a un document qui accompagne. Il y a en fait, je pense que c'est toute ta réflexion et tous les fondements aussi pédagogiques qui accompagnent, tu sais, ce travail final qui est le guide très complet. Et ben là, on pourra y revenir éventuellement, mais l'importance de la multiplicité aussi des sources et des liens que tu proposes, je pense que c'est vraiment un incontournable aussi de ton guide. Donc voilà, merci. Dans pareil cas, je vais alors je vais vous présenter la deuxième personne, la deuxième intervenante qui, vous allez avoir le plaisir d'entendre Gabrielle Lapierre. Gabrielle Lapierre, après un baccalauréat et une maîtrise en études françaises à l'Université de Sherbrooke, elle retourne dans sa Côte-Nord natale pour y enseigner la littérature au Cégep de Sept-Îles. Dans le cadre de sa maîtrise, elle s'est intéressée aux scènes de manifestations dans la fiction représentant la grève des Carrés rouges de 2012, de l'immédiate après-guerre, soit 2012 à 2014.
Continuant de s'intéresser aux liens entre le réel et l'imaginaire, elle collabore pendant quelques années au groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, le GRENOC, avant de se joindre officiellement à l'équipe en 2023. Depuis l'an dernier, elle coédite la revue littorale avec moi, dont le dernier numéro s'intéresse à la littérature Innu, et tout ça en continuant à enseigner au Cégep de Sept-Îles. Vous avez compris, Gabrielle Lapierre nous parlera de l'enseignement d'œuvres nord-côtières et, comme je le mentionnais plus tôt, on dénordifie, alors on va au sud du nord de Nelly. Merci beaucoup, Naï. Moi, dès que c'est possible, en fait, je participe aux activités du LIREL, fait que ça me fait vraiment plaisir de traverser de l'autre côté du miroir, puis de venir partager avec vous un peu mes pratiques. Je vais commencer mon partage d'écran tout de suite. Voilà. Donc, comme Naï le mentionnait, la littérature nord-côtière, en fait, a une place importante pour moi depuis que j'enseigne, notamment à cause du groupe de recherche sur l'écriture nord-côtière, donc du GRENOC. En fait, quand j'étais moi-même au cégep comme étudiante, au cégep de Sept-Îles, j'ai eu comme enseignant Jérôme Guénette, qui est l'un des trois cofondateurs du groupe de recherche, qui avait donc lui-même ce souci d'intégrer le corpus des œuvres nord-côtières à l'époque dans ses cours. C'est lui, assurément, qui m'a transmis cette sensibilité-là d'abord. Par contre, il faut quand même se remettre aussi dans le contexte. Il y a une quinzaine d'années, il y avait assurément moins d'œuvres nord-côtières contemporaines, surtout. Ça n'avait pas du tout le même rayonnement que ça peut avoir aujourd'hui. En fait, je comprenais surtout à l'époque la richesse puis la pertinence historique des textes, donc moins que l'écriture contemporaine. Le Nord-Côtier auquel on pensait tout de suite, c'était Gilles Vigneault, que j'adore, entendez-moi bien, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était un peu loin de ma réalité de jeune fille de 18 ans sur la Côte-Nord. Ça évoquait plutôt un imaginaire un peu plus folklorique ou qui résonnait plus avec l'histoire de mes grands-parents que de moi personnellement et de mon expérience. Je crois que la chance qu'on a maintenant, c'est que en plus de la richesse historique du corpus qui continue bien sûr de demeurer, ben, la quantité impressionnante d'œuvres qui se publient aujourd'hui pour parler de cet immense territoire peut permettre de rejoindre en fait de manière beaucoup plus globale, puis surtout particulièrement les jeunes auxquels on enseigne. Donc, depuis que j'enseigne, j'ai fait plusieurs expérimentations dans différents cours. J'en ai retenu trois expériences que je vais vous présenter qui vont vous permettre de vous parler des œuvres d'abord, fait que de vous présenter un peu le corpus nord-côtier si jamais vous êtes moins familier avec certaines de ces œuvres et aussi la manière dont je les ai enseignées. Avant de plonger dans les expérimentations pédagogiques, ben, il est important de prendre le temps de situer ce territoire avec une belle carte. Donc, puisqu'il est au centre de ma réflexion que je vais vous parler aujourd'hui, donc voici une carte de l'actuelle Côte-Nord administrative de Tadoussac à Blanc-Sablon en montant jusqu'à Shefferville. Toutefois, il faut quand même apporter une nuance, surtout si on souhaitait faire une carte de la Côte-Nord littéraire qui se distingue de la Côte-Nord administrative. Là, c'est pour vous donner un aperçu. Mais si on voulait vraiment représenter la Côte-Nord littéraire, donc dans l'imaginaire, faudrait utiliser un dégradé ou faudrait que les frontières seraient assurément moins nettes, moins franches qu'elles le sont maintenant, notamment parce qu'à travers le temps, la Côte-Nord a eu des frontières qui ont bougé. Parfois, ça a englobé ce qui est aujourd'hui le Saguenay-Lac-Saint-Jean ou le Labrador. Si on pense aussi au Nitassinan, qui est le territoire ancestral traditionnel des Inuits, ces frontières sont différentes, bien sûr, de celles que je vous présente en ce moment, puis il va même comporter des nuances aussi en fonction des différentes communautés. Il y aurait une présentation complète à faire sur les enjeux de frontières mouvantes que je ne ferai pas aujourd'hui, mais je souhaitais quand même prendre le temps de nous situer parce que le territoire est vraiment au cœur des réflexions que je vais aborder avec vous aujourd'hui. Si on revient plutôt à l'enseignement donc des œuvres du corpus nord-côtier, je veux vous présenter les enjeux qui sont au centre de ma réflexion. C'est intéressant parce que quand j'ai eu l'invitation à participer à la table ronde, j'ai dit oui tout de suite, mais je m'étais jamais rendu compte en fait de l'importance que ça avait pris dans les corpus de mes œuvres. Je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Fait que cette table ronde, c'est une occasion intéressante pour moi de revenir un peu sur les œuvres que j'ai enseignées, de voir comment je les ai enseignées. Puis je me suis rendu compte rapidement qu'il y avait trois grands enjeux qui revenaient en fait, puis qui ont motivé beaucoup les choix que j'ai faits.
Donc, d'abord, j'ai toujours eu le souci de diversifier les corpus que j'enseigne le plus possible. Le but, c'est de présenter un large éventail de représentations aux étudiants, aux étudiantes selon différents paramètres. Je pense autant à la diversité sexuelle, de genre, d'origine, de classe sociale, etc. Mais pour moi, c'est important aussi d'inclure la diversité géographique, en fait, à cet ensemble de diversité-là pour avoir un portrait plus global. Puis le Nord, ou la littérature nord-côtière en particulier, ben pour moi, ça s'inscrit bien dans cette diversité-là que je cherche à représenter quand je choisis les œuvres que je vais mettre à l'étude dans chacun de mes cours. Ce souci de la diversité géographique vient en fait d'un désir de décentrement aussi, donc de s'éloigner un peu des discours plus hégémoniques. Donc la littérature n'est pas que produite et écrite à partir des grands centres et pour les grands centres. Pour moi, c'est super important de décentrer un peu ce regard-là. Je pense que en ce faisant, on peut remarquer des angles morts qui sont peut-être moins pris en compte ou éclairer différemment des enjeux qui sont aussi présents dans les discours peut-être plus hégémoniques. Finalement, c'est important pour moi que les personnes à qui j'enseigne puissent se reconnaître dans certaines des œuvres que je mets au programme. Bien entendu, la littérature, c'est aussi une rencontre avec l'autre, un mouvement qui nous sort de nous-mêmes, mais c'est aussi une façon de mieux comprendre ce qui nous entoure, voire de mieux se comprendre soi-même. Fait que j'essaie toujours d'avoir ces deux pôles-là. Euh, En fait, c'est une préoccupation que je garde en tête quand je choisis mes œuvres pour arriver à rejoindre les personnes en avant de moi. On sait que l'identification à une œuvre, ça peut être très fort, puis ça peut s'incarner de plusieurs façons, là. Bien entendu, c'est pas seulement par un référent géographique, mais les étudiantes puis les étudiants souvent sont surpris qu'un livre parle de la Côte-Nord, parle de leur région. C'est ce que j'ai observé au fil des années, puis cette curiosité-là, ça augmente vraiment leur engagement envers la lecture. Il y a un intérêt à se positionner par rapport à l'œuvre, puis par rapport à la représentation de ces lieux qu'ils connaissent, en fait. Donc, si on va dans ma première expérience que je veux vous présenter, donc, c'est celle des cercles de lecture que j'ai fait pour clôturer, dans le fond, mon dernier bloc dans le cours de 103, donc le cours avant l'épreuve uniforme. Dans cette version-là de mon 103 qui adoptait vraiment une perspective socio-historique où on traversait un peu l'histoire de la littérature québécoise, je m'étais gardé le dernier bloc, donc sur la littérature contemporaine, pour parler de la littérature nord-côtière. Donc, c'est l'angle que j'avais choisi pour aborder cette époque-là. Je vais vous présenter plusieurs œuvres que j'ai mis euh, au programme dans ce cours-là. Les étudiants, dans le fond, devaient choisir parmi ces œuvres-là. D'abord, j'avais mis Couilles de camion de Jérôme Bérubé. C'est un conte humoristique où le personnage est sensible, manque de virilité selon les normes de la société en général, mais de la Côte-Nord en particulier, je dirais. Là, il se positionne très précisément sur la Côte-Nord. Et son cousin lui donne la mission d'aller toucher la pancarte fin au bout de la 138 pour qu'il devienne un homme viril et corresponde absolument à tous les critères, justement, de virilité et de masculinité de la Côte-Nord. Donc, c'est un texte qui est très court puis qui est très drôle, là. Vous vous doutez qu'il en vient à critiquer plus qu'à encenser ces caractéristiques-là de la masculinité. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le livre qui est systématiquement choisi par ceux qui aiment le moins lire parce que c'est le plus court des livres. Puis en fait, ce qui est intéressant justement par ses thèmes qui sont intéressants, qui sont accessibles, puis l'humour dont que l'auteur utilise dans son texte, en fait, ça fait en sorte que les étudiants sont généralement agréablement surpris. C'est un livre qui fonctionnait super bien. Ensuite, j'ai aussi enseigné Soigner, aimer, qui est un essai de Vanessa Younsi, qui est une psychiatre qui est venue travailler à l'hôpital de Sept-Îles pendant sa formation. Elle parle de son travail, de son rapport à la poésie aussi. Elle a une pratique poétique. Puis elle parle surtout de comment sa pratique poétique vient nourrir en fait son travail de psychiatre, comment ça l'aide à développer son empathie qui est nécessaire dans la relation de soins. Donc, c'est un livre qui est très populaire auprès des étudiants et étudiantes en soins infirmiers, des étudiants en sciences de la nature qui veulent aller dans les domaines de la santé.
Ça fait vraiment un lien entre l'importance de la littérature dans un domaine très concret, là. Donc, comme prof de français, c'est un peu le rêve, là, qu'elle fasse la démonstration qu'on cherche à faire nous-mêmes en classe. Donc, c'est très intéressant. Puis les étudiants aiment ça. Ça se passe vraiment à l'hôpital de cette île. Donc, il y a aussi ce référent-là qu'ils connaissent très bien, où ils peuvent se repérer. Ensuite, L'Or des Mélèzes de Carole Labarre, c'est un roman par fragments qui raconte la vie d'une aînée de Pessamit, ses relations familiales, amoureuses, amicales à travers les années. C'est une écriture qui est minimaliste, très poétique. Ça met en scène des personnages avec vraiment beaucoup de finesse. Puis la fragmentation du roman permet de créer une fresque de personnages qui illustre vraiment beaucoup de réalités différentes de la communauté, notamment aussi entre les générations, qui sont très intéressantes puis qui sont tout autant de portes d'entrée, en fait, pour analyser l'œuvre. Ensuite, il y a Chuni, l'essai de Naomi Fontaine dans lequel elle s'adresse à une amie d'enfance, Julie, qui est blanche et qui est sur le point de revenir dans la communauté d'Ouachat Magmaniotenam, où elles ont grandi toutes les deux. La relation entre les Blancs et les Inuits sont au centre du récit. Puis bien entendu, c'est ce qui m'intéresse particulièrement, là, c'est une réalité qui est au cœur de la vie sétilienne. Donc, c'est une œuvre qui ouvre un dialogue qui est très important pour moi. Tous mes étudiants, mes étudiantes qui ont une connaissance personnelle de ces enjeux-là, que ça soit empreint de préjugés, d'ouverture ou d'indifférence, mais ils ont tous une partie de leur histoire, en fait, qu'ils peuvent reconnaître là-dedans. Donc, ça crée un lieu de dialogue super important, à mon avis. Bien sûr, ça demande une mise en contexte puis un accompagnement spécifique, là. C'est un sujet qui peut quand même être sensible, mais c'est une œuvre, à mon avis, qui fait en partie ce travail-là. C'est une œuvre qui accompagne très bien puis qui nous aide comme enseignants aussi à trouver une façon, je trouve, d'aborder ces enjeux-là. Ensuite, un recueil de poésie et Arrivé au bout, nous prendrons racine de Christina Gauthier-Landry, qui parle du retour au village natal de la poète. Le village, c'est Natashquan dans ce cas-ci, et des liens, c'est beaucoup autour de la filiation avec sa mère, sa grand-mère. Dans le recueil, elle crée des magnifiques images que les étudiants et les étudiantes peuvent relier aussi à leur propre perception du territoire, notamment la 138, l'artère vitale de la région. Et c'est comme s'ils étaient surpris, en fait, de retrouver ce qu'ils connaissent sous forme poétique. Ils ont souvent une impression de distance avec la littérature, avec la poésie peut-être encore plus. Et là, ça crée un pont entre eux et le texte, ça permet un peu de démocratiser la poésie. Ça leur montre aussi que la poésie permet de renouveler leur regard sur des choses qu'ils ont l'impression de connaître. Fait que ça amène un regard intéressant. Toujours en poésie, ça termine mon tour de piste. La Patience du lichen de Noémie Pomerleau-Cloutier, c'est un recueil de poésie documentaire qui est plutôt narratif, ce qui facilite la lecture des étudiants qui sont peut-être moins à l'aise avec la poésie. Chaque poème synthétise la vie d'une personne qui a été rencontrée par l'autrice sur la Basse-Côte-Nord, donc passé Kegaska, après la route. Donc, le recueil va être divisé par les différents villages et nous invite un peu à ce voyage-là nous-mêmes au-delà de la 138. C'est une œuvre qui est intéressante parce que mes étudiants, à la fois, ils s'y reconnaissent dans la Côte-Nord, mais très peu sont vraiment allés au-delà de la 138. Ça relativise l'éloignement aussi, ça permet de mieux prendre conscience d'à quel point le territoire est vaste puis de mieux comprendre notre région. Pour revenir à mon activité, donc en général, je choisis 4 œuvres, mais avec le temps, j'ai fini par en ajouter. Et les étudiants doivent choisir une de ces œuvres et se la procurer, puis c'est un peu ce qui va créer naturellement mes équipes. Donc, je commande un nombre à la coop, premier arrivé, premier servi, puis ça vient créer des équipes. J'ai vu une différence aussi beaucoup dans leur motivation, là, juste par le fait de pouvoir choisir, d'avoir un choix d'œuvres. Ils sont vraiment plus engagés dans leur lecture. Je dresse un portrait de la littérature nord-côtière en classe avec un peu d'historique. Je représente des clés de lecture, mais le travail d'analyse va vraiment se faire en sous-groupes. Donc, ils vont devenir des groupes d'experts. Ils vont analyser leurs œuvres, parfois avec des questions plus dirigées que je vais avoir préparées ou des questions plus globales. Puis l'idée, c'est d'arriver à la fin à créer un PowerPoint collaboratif, tout le monde ensemble. Donc, ils ont chacun 4 diapositives dans un même document partagé où ils vont présenter leur œuvre, l'auteur, l'autrice, la mettre en contexte aussi avec ce qu'on a vu en classe par rapport à la littérature nord-côtière, mais à la littérature québécoise aussi. Tu sais, on se rappelle, c'est à la fin du bloc. Fait on a traversé plein de choses déjà euh, à travers la session. Ils vont relever des passages aussi, comme leurs collègues de classe ont pas lu les œuvres.
ben, le mandat, c'est un peu de montrer c'est quoi l'écriture, c'est quoi les caractéristiques de l'écriture, c'est quoi les thèmes, de quoi va parler ces œuvres-là. Et donc, dans les tout derniers cours, ils vont présenter aux autres. On va passer à travers ce PowerPoint collaboratif-là en groupe. Et je leur vends beaucoup comme l'idée aussi de venir clôturer la session autour de ça. C'est les derniers cours avant l'épreuve, ça augmente les connaissances générales qu'ils vont potentiellement pouvoir utiliser à l'épreuve ensuite. Ça leur permet de faire des liens avec l'histoire qu'on a vue. Donc, même avec des notions plus près de l'analyse littéraire, de relever des procédés, de citer tout ça. Fait que c'est un peu la façon de venir clôturer mon cours de 103. J'ai fait le même exercice quand j'ai donné le cours de cégep virtuel, donc avec des étudiants qui n'étaient pas nord-côtiers, qui venaient d'un peu partout au Québec. Puis en fait, c'est plus l'angle avec lequel je l'ai apporté qui a changé. Donc, au lieu de dire qu'on partait d'eux, du plus proche de leur réalité, l'idée, c'était d'être dans une perspective d'ouverture, justement, et de mieux comprendre le Québec de manière générale dans ce cours de littérature québécoise. Donc, c'était toujours dans cette même perspective de décentrement et ça l'a bien fonctionné aussi. Ensuite, dans une autre mouture de mon 103, j'ai essayé une approche qui était moins collée sur l'histoire littéraire, plutôt avec une approche thématique en 4 blocs. Donc, j'avais un premier bloc qui était se situer, qui était sur la littérature nord-côtière. Ensuite, c'était se dire, où je regardais plutôt l'approche documentaire, ce qu'on ne dit pas à propos des tabous, et revendiquer, qui était plutôt sur la littérature engagée. Fait que l'idée, c'est que pour chacun des thèmes, on explorait différentes œuvres, donc on se créait différentes lignes du temps avec ces fils conducteurs-là. Puis à la fin de la session, il venait se superposer en fait, puis dresser un portrait plus général de la littérature québécoise. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le premier bloc sur la littérature nord-côtière. Donc, il y avait l'œuvre complète qui était à lire. J'avais repris Couilles de camion dont je vous ai parlé. Mais maintenant, dans cette perspective-là, je leur ai fait lire plusieurs extraits d'œuvres nord-côtières différentes. Puis là, ça entrait en dialogue avec le conte Couilles de camion. Donc, on commençait par la légende de Tchekapèche, qui est disponible en ligne, là. C'est pour ça que c'est une capture d'écran que je vous ai mis comme livre. Donc, qui est une légende inoue. Le jeune Tchekapèche, courageux, accomplit plusieurs exploits contre les forces de la nature. Puis l'idée, c'était de partir de cette tradition orale-là aussi, qui a été mise à l'écrit dans le texte que vous voyez à l'écran, mais de partir de la littérature orale inoue pour commencer la littérature nord-côtière. Fait que de partir autrement l'histoire littéraire. Ensuite, on passait à des extraits des journaux de Jacques Cartier, donc qui rentrent forcément par le fleuve. Donc, la Côte-Nord est dans les premiers euh, portraits, paysages décrits. On a retenu beaucoup de Jacques Cartier l'expression terre de Caïn, on parlait dans la Côte-Nord, puis là, on recontextualise un peu plus cette expression-là, puis ça nous permet d'aborder cette période-là de l'histoire du Québec, donc les débuts de la colonisation, de la Nouvelle-France qui s'ensuit, tout ça, mais à partir de notre territoire qui est un peu la porte d'entrée, comme ils nous arrivent en bateau. Je mets en parallèle avec ces récits-là des extraits de Qu'as-tu fait de mon pays d'Anantan Capèche, qui est un conte philosophique d'une autrice inoue qui illustre la colonisation par l'histoire d'un jeune garçon qui vit avec son grand-père dans le bois et qui va être forcé de quitter ce qu'il connaît par les polichinelles qui représentent les Blancs, les Européens. Donc, ça permet aussi de faire un contrepoids au récit qu'on a vu avant, là, de voir deux perspectives sur la colonisation, puis de montrer surtout les impacts de la colonisation qui restent jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on va aussi voir des extraits des Arrivés au bout nous prendrons racine pour les mêmes raisons que je vous ai présentées plus tôt. Et j'ajoute aussi des extraits de Bleuets et Abricots de Natacha Canépé-Fontaine, qui est un recueil de poésie d'une autrice inoue, qui prend position pour sa culture en s'inscrivant dans une lignée de femmes fortes. Fait qu'il y a aussi cette idée-là de filiation qui nous permet de faire des liens avec Christina Gauthier-Landry, mais qui aborde aussi les traumatismes liés à la violence coloniale notamment, qui nous offre un autre rapport au territoire plus intime puis plus engagé. Donc, c'est un peu en traversant plusieurs extraits qu'on va faire ce portrait de la littérature nord-côtière, qu'on va mieux comprendre le territoire, mieux comprendre l'imaginaire aussi de notre territoire. Puis le principal travail qui est relié à ce bloc-là, c'est un texte de création qui peut être poétique ou en prose,
dans lequel je veux qu'ils explorent leur propre rapport au territoire nord-côtier. Donc, qui se situent eux-mêmes. Donc, ils vont s'appuyer sur les réflexions qu'on a eues à travers la lecture d'extraits. Ils vont citer aussi différents extraits qu'ils ont lus. Fait que l'objectif, c'est de leur permettre de se situer dans le monde. Fait qu'un peu avant d'aller dans la littérature québécoise plus large, euh, on part plus près d'eux, puis on essaie d'explorer donc cette première ligne du temps qui est celle de la littérature nord-côtière. Finalement, la troisième expérience que je veux vous partager, je l'ai fait à la session qui vient de se terminer. Là, j'ai pas corrigé encore les créations finales. Là. C'est tout frais comme expérience. Pour vous mettre en contexte, j'avais été inspirée par nos collègues du Cégep Saint-Laurent, Olivier Parenteau et Jean-François Bourgault, qui ont d'ailleurs présenté lors de la dernière journée d'études du LIREL en janvier comment ils ont transformé les analyses littéraires du cours de 101 en sujet d'invention. Fait que je vous invite vraiment à aller le regarder. Là. C'est vraiment fascinant. Ils m'ont inspiré et j'ai eu une dérogation au plan cadre pour essayer en fait la même formule dans mon cégep cette session-ci. Donc, pour commencer cette nouvelle version du 101 qui est plus près, ben, en fait, qui passe par la création pour rejoindre la compétence d'analyse littéraire, j'ai choisi de mettre au programme comme première œuvre complète La patience du lichen de Noémie Pomerleau-Cloutier dont je vous ai parlé. Je trouvais que l'accessibilité des textes qui compromet pas pour autant la qualité littéraire de l'œuvre, c'était très adéquat comme première œuvre. Ça permettait d'appréhender, de démocratiser aussi, d'essayer que la poésie leur fasse moins peur. Et j'étais très intéressée par la démarche documentaire qui est à l'origine du recueil, puis c'est ce que je voulais exploiter avec eux. Donc, on a analysé le recueil sous différents angles. C'est vraiment avec ce recueil-là que j'ai mis les bases de l'analyse littéraire, de la méthodologie, tout ça. Et on s'est aussi intéressé au processus d'écriture. Pomerleau-Cloutier, elle a passé des centaines d'entrevues, puis c'est à partir de ce matériel-là qu'elle créait ses poèmes. Donc, j'ai invité les étudiants et les étudiantes à faire de la poésie documentaire comme première rédaction. Ils devaient faire un document préparatoire où ils ont chacun trouvé un lieu significatif pour eux. J'étais très, je voulais laisser ça très libre. Il y en a qui ont choisi la ville, il y en a qui ont choisi un village d'où sont originaires, d'autres ont choisi un quartier, mais il y en a qui ont été dans des lieux très précis comme la cafétéria du cégep. Ou... C'était vraiment intéressant aussi de voir c'était quoi les lieux qui peuplaient leur imaginaire quand on leur demandait de faire cet exercice-là. Et ensuite, ils devaient faire 3 entrevues, donc avec 3 personnes qui habitent d'une manière ou d'une autre ce lieu. Le jour de la rédaction, qui se faisait en classe, il y avait leur document préparatoire, puis ils ont dû rédiger 4 poèmes à la manière de Noémie Pomerleau-Cloutier. Donc, ça permettait aussi de... il fallait qu'ils reproduisent les caractéristiques formelles puis thématiques qu'on avait relevées en classe pendant l'analyse littéraire. Donc, il y avait 3 poèmes portant chacun sur une des personnes interviewées au préalable, puis un 4e poème en prose, celui-là, qui représentait leur propre rapport à ce lieu-là, de la même manière que l'autrice le fait à la fin de chacune des parties dans le recueil. Donc, je trouve que l'approche documentaire a été très intéressante. Je pense qu'il y a eu moins de syndrome de la page blanche. Comme il y avait déjà du matériel, il partait d'entrevues. Je pense que ça l'a facilité, en fait, le fait de plonger dans l'écriture. Et le fait de pouvoir choisir un sujet aussi qui était proche d'eux, en fait, j'ai vraiment été agréablement surprise par la qualité des textes qu'ils ont fait. Je les ai sentis vraiment investis dans ce projet-là. Ce qui était surtout satisfaisant, c'est qu'ils ont eux-mêmes été surpris par la qualité des textes qu'ils ont fait. Fait que c'était vraiment, vraiment satisfaisant de les voir travailler. Plusieurs ont fait lire aussi aux gens qui avaient passé en entrevue leur création. On a partagé tout ça en classe, puis c'était vraiment un très beau moment. Fait que je pense que ça l'a permis de briser la peur peut-être que certains avaient aussi avec cette nouvelle formule-là, qui n'était pas de l'analyse littéraire, qui était différente des autres cours. Ça permettait vraiment de mettre la table pour le reste du cours qui allait suivre, puis même de, de les sensibiliser à la poésie ou d'apprécier la poésie davantage. Finalement, j'ai exploré juste une infime partie des possibilités que la littérature nord-côtière nous permet. Comme une image vaut 1000 mots, voici une fraction des œuvres nord-côtières publiées depuis 2010 seulement. Donc, c'est pas le choix des œuvres qui manque du tout. C'est un corpus qui arrête pas d'augmenter puis qui regorge de possibilités que je veux continuer
d'essayer à explorer à travers mes cours. Puis comme je vous l'expliquais, je pense que ces œuvres me permettent de satisfaire mes besoins et mes désirs de diversification, de décentrement et d'identification qui sont importants dans mon enseignement. Merci. Merci, merci Gabrielle. Écoutez, je suggère d'enchaîner juste avec ma présentation que je vais raccourcir un petit peu de toute manière parce que c'est beaucoup des extraits et comme ça on pourra ouvrir l'espace de discussion à tout le monde et parce que j'ai plein de questions et j'ai beaucoup de commentaires, mais j'aimerais ça aussi vous entendre. Donc, si ça vous va, accompagnez-moi pendant une quinzaine de minutes. Je vais partager mon écran et faire semblant que je sais qu'est-ce que je fais pendant que que je commente. Donc, partager. J'ai deux écrans, fait que je vais essayer de partager le bon. OK, super. Donc, voilà. Moi, j'arrive avec relire et enseigner le Nord, comme je le mentionnais, mais je vous propose de penser le Nord et là, on retourne, on va encore plus au sud et on arrive à Montréal. On arrive à Montréal. Moi, le collège de Maisonneuve est à Montréal, mais les œuvres que j'ai choisies aussi portent un regard sur Montréal, principalement, toujours en lien avec des récits d'immigration. Non, ce serait de relire et enseigner le Nord par la représentation de l'hiver dans quelques récits d'immigration. Parce que le Nord, comme je le mentionnais en introduction, est un peu indissociable de l'hiver. On pense souvent le Nord en lien avec l'hiver. On pense aussi le Nord l'été, mais moins. Dans un contexte un peu comme au Collège de Maisonneuve, qui est très riche en culture, et nos étudiants, nos étudiantes sont principalement issus de l'immigration ou ont des parents issus de l'immigration, c'est quelque chose qui est un peu comme Gabriel le mentionnait, c'est ce besoin un peu d'identification et de reconnaissance dans les textes. J'ai eu envie aussi de faire lire ces récits-là dans lesquels parfois on reconnaît les propres récits de nos familles. Parce que je parle je m'inclus parce que ça a été le cas pour Kim Thuy, d'où la raison pourquoi j'ai fait mon mémoire de maîtrise là-dessus. Ça a été parce que j'ai eu ce sentiment d'identification-là et je me suis engagée autrement dans la lecture, même si c'était pas tout à fait la même histoire. Moi, ce que je vous partage aujourd'hui, c'est surtout une réflexion en cours et quelques expérimentations qui sont principalement de type activité d'amorce, un peu activité d'introduction avant de plonger dans les textes, plonger dans les extraits, vraiment en classe autour un peu de groupes de discussion, sans que ce soit des cercles de lecture, parce que je pense que c'est organisé Gabriel, mais je t'attaquine parce qu'on travaille beaucoup ensemble. Mais c'est vraiment beaucoup autour de discussion parce que moi, j'aime beaucoup discuter autour de la table. On se déplace en équipe. On va écrire au tableau. C'est ça. J'ai fait le choix de mettre en valeur des voix féminines parce que je trouve que ce sont des voix assurément qu'on a besoin d'entendre encore et encore. Mais j'ai aussi centré sur différentes expériences de l'immigration. J'ai essayé de varier, vous allez voir. Et parce que ces différentes expériences de l'immigration vont donner lieu à différents récits d'immigration. Qu'on soit né de parents immigrants ou qu'on soit nous-mêmes personnes immigrantes, on ne relate pas la chose de la même façon. Et c'est ce que j'ai voulu aussi montrer. Les œuvres étudiées, dans ce cas-ci, vous les voyez, sont au nombre de 5. Et au Collège de Maisonneuve, ce qui est particulier, c'est qu'on a deux cours de littérature québécoise. Notre premier, qu'on arrête à 2010 maintenant, et après le troisième, qui est de 2010 à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Alors, selon les choix, on peut les insérer à la fois dans le 101, le premier cours de la séquence, ou dans le troisième. Yin Chen, les lettres chinoises, que je pense qu'on connaît assez bien, 1993, Kim Thuy, rue 2009, Caroline Dawson, qui est maintenant considérée comme un classique, aussi 2020, et les deux œuvres de Mariana Mazza, Montréal-Nord en 2022 et Rivière des Prairies en 2024. Donc, à partir de là, je propose de lire différentes expériences, comme je le mentionnais, d'immigration, mais toujours en lien avec la question de l'hiver. Puis ça, c'est un travail en cours, en fait, que je souhaite poursuivre justement au doctorat avec la relation au territoire nordique. Mais là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on dit de l'hiver? Parce que là, je vous l'avez bien compris, je suis moi-même enfant d'immigrant et il y a un rapport à l'hiver qui est très, très particulier. Et on le retrouve, ce rapport à l'hiver parce que quand on parle des récits, par exemple, d'écrivains issus de l'immigration, on va parler de la société d'accueil, de l'adaptation. On s'adapte à quoi? Oui, à la société, aux coutumes, mais on s'adapte aussi à l'environnement, à ce nouveau climat, tu sais, qui parfois nous gruge presque de l'intérieur, qui peut être très, très violent aussi pour quelqu'un qui arrive d'un milieu tempéré. J'aurai une citation pour vous de Daniel Chartier plus tard. Donc, c'est ça. Je vous propose une brève analyse des représentations de l'hiver. Elles sont quelquefois positives, souvent sont contraires, et des fois, on est dans une espèce d'entre-eux. On apprécie l'hiver, mais pas tant.
Comment je classe ça? En fait, j'y vais avec des grandes thématiques parce que selon les cours, selon si c'est du 101 ou du 103, je vais construire mes séquences de différentes manières. Mais là, je me suis dit, je vais vous présenter un peu les thématiques que j'explore lorsque j'aborde l'hiver. Évidemment, je vais travailler l'imaginaire du Nord d'abord parce que, un peu comme Gabriel le faisait, mais c'est d'inviter les étudiantes à se situer. On se situe à Montréal, mais on se situe dans Montréal, sur une ville qui est tout de même nordique, dans une province nordique, dans une conception du monde nordique. Et après ça, on se rend compte, ben, j'ai dit, ben, c'est où le plus au nord que vous êtes allé? Souvent, c'est Québec. Fait que là, après ça, on ouvre la carte et on dit, ben, regardez, là, je leur parle toujours de, mais moi, j'ai enseigné sur la Côte-Nord. Fait que là, on déplace, tu sais. Ensuite, puis le Québec se range jusqu'à où? On se range jusqu'à Nunavik. Fait que là, leur conception du Nord est complètement différente parce que pour eux, le Nord de Montréal, ben, c'est Québec. Fait que là, vous voyez ici que en pensant au Nunavik ou en pensant à cette île, ben, le Nord, il se pense différemment. Le Nord se déplace constamment. Là, moi, j'ai beaucoup de textes, mais je lirai pas tout parce que je me suis dit que ça allait peut-être être utile une fois que ça sera déposé en ligne. Pour des citations, on en cherche souvent des citations ou des extraits parce que c'est souvent, c'est riche d'en avoir. Mais ce que je voulais vous proposer, en fait, comme lecture de l'hiver, d'abord, c'est qu'il faut comprendre l'hiver comme marquant d'un point de vue identitaire. Pour les Québécois, oui, mais aussi pour l'immigrant qui va venir d'un pays, comme Daniel Charcy le propose, plus tempéré et qui va avoir dans cette saison une épreuve. C'est le principe d'épreuve et le passage lui accorde une certaine forme de citoyenneté. Pour citer Dany Laferrière, là, Daniel Chartier va revenir sur le fait qu'à la fois l'hiver peut être détesté, il peut être craint, on peut le dire trop long, trop froid, trop sombre. Il y en a, on apprécie de plus en plus l'hiver, je pense. Par exemple, on le voit dans les pratiques plus utilitaires de l'hiver. À Montréal, on a le Igloo Fest, on a de plus en plus de festivals, d'événements qui se font à l'extérieur pour accepter ce caractère aussi nordique de nos vies. L'hiver s'en va pas. Ben, on souhaite qu'il ne parte pas, même s'il y a des changements climatiques, mais il est là pour demeurer d'une manière ou d'une autre. Donc, ça fait partie de notre identité, de notre culture au Québec. Moi, je donne souvent l'exemple avec mes étudiants. Je leur dis, ben, quand vous parlez à votre famille, par exemple, qui est restée au Maroc, en Algérie ou au Cambodge, au Vietnam, qu'est-ce que vous leur dites pour l'hiver? Et moi, je donne toujours l'exemple de mon oncle qui vit au Cambodge et qui pense que quand il y a une tempête de neige, tout le monde meurt, il n'y a plus personne qui sort, puis c'est impossible de fonctionner dans la ville. Fait que après ça, je lui explique, j'ai dit, bah non, tu sais, on met nos manteaux, on chauffe nos voitures, ou on fait attention quand on sort dehors. Fait que toute cette adaptation à l'hiver aussi, pour nous, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose d'intégré, alors que pour les personnes, justement, qui vont vivre ces expériences d'immigration-là, c'est quelque chose à laquelle on doit souvent s'adapter qui est complètement différent comme rapport. En classe, ce que je vais demander aux étudiants, aux étudiantes, ça va être toujours un peu des questions pour une amorce, en fait. Comment amorcer la réflexion avec eux, à la fois en travaillant sur leurs connaissances antérieures, qui sont souvent des connaissances qui vont relever de l'expérientiel, qui est tout aussi valide, qui est tout aussi valable pour moi. Et là, je vais leur demander, bah, qu'est-ce que c'est? Je vais souvent poser la question, pour vous, c'est quoi le Nord? Fait que là, ils vont aller au tableau, ils vont se travailler en équipe, et là, on sort un peu, tu sais, cette image un peu figée du Nord. Fait que là, ce qui revient souvent, il y a rien. C'est un Nord qui est souvent vide, c'est un Nord qui est blanc, la couleur blanche est souvent associée. C'est froid, il y a de la neige, etc., etc. Je vais leur dire aussi de me nommer les lieux du Nord. Fait que là, c'est des lieux qui sont souvent associés à des discours liés à cet imaginaire qu'on a construit autour du Nord, le pôle Nord. Les figures du Nord, ça va être le Père Noël. Des fois, les gens vont me sortir Coca-Cola parce que Coca-Cola est associé au Père Noël. Fait que là, on vient travailler toutes ces connaissances-là que les étudiants, les étudiantes ont, sans même se rendre compte qu'ils l'associent au Nord. Fait que là, après ça, je décortique et je leur dis, OK, quelles sont vos habitudes liées au Nord? Là, ils sont comme nos habitudes. Là, je fais, OK, qu'est-ce que vous faites en hiver quand vous venez au cégep? Puis il y a une tempête de neige. Fait que là, ils commencent à dire, ben là, faut aller déneiger, il faut aller faire ci, il faut s'habiller plus chaudement, il faut vérifier s'il y a de la glace, il faut vérifier si le métro est en panne, il faut vérifier si mon bus y passe. Fait que là, je dis, tout ça, ça fait partie, en fait, du caractère nordique de la chose, ça fait partie de votre expérience du Nord. Et là, ils commencent à comprendre un petit peu plus. Ils sont comme, ah ouais. Puis là, je leur demande aussi, OK, qui pratique des sports d'hiver? Parce que les sports d'hiver aussi, ça fait partie de ça. Fait que là, c'est un peu pour une amorce de réflexion. Et parfois, on va écouter aussi, des fois, je leur demande, ben, c'est quoi les sons que vous associez au Nord? Un peu comme on leur demandait les deux, à la fois Nelly et Gabriel, qu'est-ce qu'on associe dans les sens? Fait que le Nord est clairement identitaire. Et là, je vais assurément pas lire tous ces extraits-là. D'ailleurs, en faisant mon PowerPoint, je me suis dit que j'ai vraiment une mauvaise gestion du temps. Mais c'était juste pour vous montrer que
Dans les lettres chinoises, qui est un récit un petit peu plus classique au sens où on a le personnage de Yuan qui arrive dans la ville de Montréal, qui arrive de Shanghai, lui, il va faire vraiment cette comparaison entre deux mondes qui sont complètement opposés. Fait que une des choses qu'on remarque évidemment, c'est le froid. Et là, on va voir à travers l'œuvre, en fait, ces évocations au froid l'hiver. Il fait pour la deuxième fois cette semaine -28 degrés. Tu sais, ce besoin de préciser aussi le froid. J'ai marché longtemps dans la rue seule. La neige me mordait, le vent me giflait et j'étais presque content. Là, ici, même si l'hiver est synonyme d'une certaine violence physique, ben là, je suis quand même un peu heureux parce que ça veut quand même dire que je suis ailleurs. Fait que, tu sais, ces espèces d'émotions, cette ambiguïté-là dans la relation à l'hiver et au nord, elle va revenir souvent. Et là, Sasa, sa fiancée de Shanghai, lui dit, maintenant, tu as appris à balayer la neige à l'autre bout du monde. Aurais-tu encore cette manière délicate d'essuyer la sueur au visage d'une fille avec un léger mouchoir brodé de fleurs? Fait que c'est comme si une fois qu'on devenait, qu'on apprenait à s'acclimater un peu à l'hiver au nord, on changeait aussi, on devient une autre personne. Ça fait partie. On apprend à vivre autrement et c'est ce qu'on va retrouver à travers les différents extraits que je vous passe très rapidement. Euh, Là, évidemment, le nord, le froid, c'est aussi la maladie. Et ben là, ça va être aussi cette maladie qui est à la fois causée par le froid, mais le manque de chaleur. Fait que là, ici, c'est assez intéressant parce que c'est Sasa qui va plutôt lui dire, ben, moi, toi, t'as beau être dans ce monde de glace, mais c'est moi qui ai froid. Fait que, tu sais, ce rapport au froid-là aussi, en lien avec les émotions, ça permet aux étudiants, en fait, de comprendre toutes les subtilités du froid, de s'intéresser principalement en 101, le premier bloc, au vocabulaire qui est utilisé. Parce que là, ils vont arriver avec leur expérience secondaire où on leur fait beaucoup travailler les procédés, etc. Là, on peut réactiver ces connaissances-là et faire des liens avec le propos, les années à plonger un petit peu plus dans la question de l'analyse, mais aussi d'avoir un regard. J'aime beaucoup penser les textes en lien avec des enjeux sociaux, fait que ça, c'est quelque chose qui revient. Là, dans les lettres chinoises, on évoque la première neige. La première neige, elle est souvent évoquée. C'est quelque chose qui va marquer l'imaginaire, puis vous allez le voir dans un autre extrait, cette première neige, la première fois qu'on a vu la blancheur, la première fois qu'on a senti le froid, c'est des expériences de première fois et ce sont à la fois des expériences qui vont être vues positivement selon le récit qui est relaté, mais aussi on peut avoir peur de cette neige, comme on peut le voir ici. Et ensuite, des fois, on va revenir sur les imaginaires liés à la neige. Là, je vais passer celle-là parce que je veux vous montrer en fait Rue, ça arrive assez rapidement. Rue, peut-être le savez-vous, c'est le récit d'une narratrice, Nguyen Anh Tinh, qui arrive en fait après avoir quitté les camps de réfugiés, un camp de réfugiés en Malaisie, après avoir vécu le conflit au Vietnam. Et elle arrive dans la ville de Granby, 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 mais je vais m'arrêter. Granby. Donc, elle arrive et elle va dire, quand j'ai vu les premiers bancs de neige à travers le hublot, fait que là, on arrive à l'aéroport, c'est vraiment le premier contact. Je me suis aussi sentie dénudée, sinon nue. Fait que, à l'hiver, à ce froid, cette neige, on va aussi se sentir un peu comme si on renaissait d'une certaine façon. Puis ça, c'est une figure qui va revenir souvent, la question, ben, le thème de la renaissance. euh, on recommence à zéro presque. Dans la rue, ça, c'est quelque chose qu'on observe. Après avoir vécu un long séjour dans des lieux sans lumière, un paysage aussi blanc, aussi virginal ne pouvait que nous éblouir, nous aveugler, nous enivrer. Fait qu'ici, on peut travailler un peu la gradation aussi. Ça, c'est vraiment des extraits qui sont propices, je trouve, à l'analyse des procédés dans les textes. C'est ça, étude des procédés. Et rue, pour revenir, on peut aussi questionner l'utilisation, les codes de l'hiver à travers les œuvres. Fait que là, si on faisait des discussions entre les étudiants, ben, des fois, je vais leur dire, OK, ben, trouvez un peu dans les extraits ou dans votre œuvre, quels sont les codes liés à l'hiver. Et là, parce qu'on a fait cette activité d'amorçage, ils sont capables de dire, ah ben oui, les codes de l'hiver, c'est les vêtements, c'est le fait de se chauffer, c'est le fait de mettre des bottes, c'est le fait de pas mettre des running shoes parce que ça n'a pas de sens, ce genre de choses-là. C'est que là, on les amène à voir qu'il y a des manières de vivre l'hiver. Et dans les récits d'immigration, il va souvent avoir un passage où finalement l'hiver n'est pas vécu de la bonne façon. Ici, Rue, elle relate le fait qu'elle a continué à porter ses vêtements d'hiver ou elle savait pas comment s'habiller, en fait. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on le sait, parce que
on a ces habitudes-là. Mais pour quelqu'un dont c'est les premiers hivers, durant les premiers hivers, vous allez voir, le temps finit par se compter en hiver aussi. Une autre thématique que j'aborde, c'est l'hiver comme passage obligé ou non. Par exemple, dans Là où je me terre, on va parler du fait que le froid, c'est un obstacle. C'est une épreuve. C'est quelque chose qui va nous empêcher ou qui va c'est quelque chose qu'on doit vivre un peu pour participer activement à cette vie canadienne, cette vie québécoise, éventuellement montréalaise. Fait que là, ça, c'est un extrait, on le voit, c'est principalement la fin. Mais c'était notre premier hiver canadien, le froid est un obstacle de plus. En plus de tous les autres obstacles, c'est-à-dire l'intégration, le fait d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, etc. Le froid, l'hiver, est vu comme une épreuve. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais on va compter le temps en hiver. Fait qu'avec les étudiants, les étudiantes, ben là, je vais leur donner des extraits et leur dire, OK, ben, qu'est-ce que vous remarquez ici? Fait que là, ici, on a un extrait où la narratrice raconte justement un des logements où elle habitait, un appartement, et là, c'est au-dessus, en dessous, c'est proche d'un bar de danseuse, si je me rappelle bien. Celui où dansait Gisèle, 55 ans, 5 pieds 3 et 170 livres, depuis 20 hivers, derrière la vitre cassée, depuis si longtemps que plus personne ne l'a remarqué. Fait que cette idée de compter en hiver revient encore. Comme si c'était vraiment fondamental à nos identités. Moi, j'ai 2 hivers. Ah, ça fait 2 hivers que je suis ici. Ah, ça fait 10 hivers. Ah, je compte plus mes hivers. Fait que, tu sais, vous voyez, même dans le discours, il y a quelque chose de très, très identitaire. Questionner le rapport au temps et à son environnement. Une autre thématique, c'est les dangers de l'hiver. Et là, juste pour vous montrer, l'hiver, ça, c'est très, je pense, caractéristique des récits d'immigration parce qu'on va venir intégrer des éléments de la culture d'origine qu'on va souvent opposer à ce froid. L'hiver, c'est un danger au sens où si les cheveux glacent, on va les perdre. Tu sais, on va intégrer ces espèces de croyances-là culturelles. J'aurais dû sécher mes cheveux pour qu'ils ne glacent pas et là, ça va faire un écho à aussi un autre extrait que je vais vous présenter dans pas long. L'habitacle d'un autobus un soir d'hiver est un pays en soi. Fait que vous voyez, il y a vraiment cette perception de l'hiver. C'est inconfortable par moment. J'ai essayé avoir les cheveux mouillés en hiver. Les séchoirs de vestiaire me donnaient mal aux oreilles. Toujours dans l'hiver des prairies avec Mariana Matza. Mais là, je me suis amusée à essayer de trouver un peu des parallèles dans d'autres œuvres. Parce que selon Yann Born et Daniel Chartier, les effets du froid sur les êtres vivants sont réels. Sont à la fois réels, douloureux et dangereux. Mais on dirait que dans les récits d'immigration, on va les verbaliser encore plus parce que ce sont des premières fois. Donc là où je me terre, là, je vais passer rapidement. Je pense que je l'avais souligné quelque part. Bon, elle relate, ma mère m'ordonnait de sécher mes cheveux avant de sortir en hiver. Elle connaissait quelqu'un qui lui avait raconté qu'une femme dans sa famille avait attrapé une pneumonie à cause de ses longs cheveux bouclés qui avaient gelé dehors. Fait que là, vous voyez ici cette espèce d'imaginaire du froid comme étant quelque chose de douloureux, souffrant, dangereux. On peut en mourir presque. Ben ça revient aussi. C'est cette espèce de surprotection quant à l'hiver. Fait que ça, c'est intéressant. Et une autre des thématiques que j'aborde, c'est les sens. L'hiver a une odeur. Là, je ne l'ai pas souligné, je me rends compte que j'ai oublié de faire ça. L'odeur de l'hiver ici, l'odeur de l'hiver, celle qui sent le frigidaire à bière du dépanneur. Euh, L'hiver peut être renvoyé à une odeur qui est plaisante quand c'est souvent associé à l'extérieur ou c'est l'intérieur où c'est humide, où c'est surchauffé, où c'est moments inconfortables là aussi. Dans Rivière-des-Prairies, ça sentait l'hiver. Après ça, ça devient l'occasion pour les étudiants de dire, OK, mais ça sent pas l'hiver. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire ça sentait l'hiver? Fait que là, on peut travailler tout l'imaginaire qui est autour de ça. L'essentiel l'hiver. Ben, tout ça pour nous amener à dire que ça nous fait réfléchir notre rapport au nord dans les récits et plus spécifiquement dans ce cas-ci, l'hiver. Parce que l'hiver, c'est aussi l'extérieur. L'hiver, c'est pas que l'intérieur. Les récits d'immigration vont souvent partir de l'expérience intime de l'adaptation, mais ça nous permet de réfléchir aussi la ville en hiver, le rapport à la lumière, le rapport au silence aussi, et tout ce qui, si vous voulez, caractériserait l'hiver et le nord. Ça nous permet même de réfléchir à la conception du Nord, des termes nordiques, nordicité, hivernité, notre langue et nos mots. Parce que dans l'activité d'amorce aussi, je vais leur demander, ben, OK, donnez-moi tous les types de neige que vous connaissez.
Puis ils vont dire, ben, il y a la neige folle, il y a la poudrerie, il y a la slush. Puis là, quand on a des étudiants internationaux, ils sont perdus dans cet exercice-là. Fait que là, ça nous permet de parler de registre de langue aussi. Et évidemment, on l'a entendu depuis le début, notre rapport au territoire. Fait entre le lieu réel, le lieu représenté, et aussi, ça me permet, moi, de faire le pont vers les discours autochtones, parce que dans la suite, après ça, j'intègre justement la littérature Innu. Et c'est là qu'on va partir. Le Nord devient un peu un prétexte à penser le territoire. Après ça, ça nous amène à des retours en groupe. Et j'aimerais terminer avec une citation de Louis-Moi Hamelin qui dit que qui disait en 2002 que l'hiver est de plus en plus vendu comme un trait culturel au Québec. La publicité utilise notamment le phénomène comme facteur québécois d'authenticité. Fait que ce discours d'authenticité-là lié à l'hiver, ben, ça fait en sorte que dans les récits d'immigration, on dirait que ça prend encore plus de place. Donc voilà, j'ai pas fait 15 minutes, mais j'y suis presque arrivée. Et parce que je voulais laisser du temps aux discussions. Et c'était fascinant. Moi, je suis vraiment une mauvaise gestionnaire du temps parce que je veux tout le temps entendre tout le monde. Alors, ben, je regarde le temps et je me dis, ben, avez-vous peut-être des commentaires, des questions pour à la fois Nelly, Gabriel ou moi? Euh, ben, en fait, ça nous amène un peu à la conclusion de l'activité parce qu'il est déjà 3h05, sauf si quelqu'un voudrait peut-être faire un dernier commentaire ou autre. Mais sinon, moi, ce serait de remercier Gabriel et Nelly qui viennent de quitter. Et ben, vous, cher public, d'être présent et d'avoir assisté à cette 5e activité de relire et enseigner de la série. Et je vous souhaite une bonne fin de journée.